C'est que Bitcoin, le projet, il se résume en une phrase, c'est séparer la monnaie de l'État. Sur le sujet de la liberté, de la souveraineté, tout le monde, ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne veut pas l'être et tout le monde ne devrait pas l'être. Bitcoin, moi je le vois pas du tout comme un investissement, hein. Je le vois comme de l'épargne. Le meilleur vote, et le seul d'ailleurs qui devrait exister, c'est le vote du portefeuille. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de ce nouveau format que j'ai intitulé Les individus souverains. Je suis aujourd'hui avec Alex Ben-Simon. Salut Alex. Salut Jean-Charles. Je vais te présenter, je vais faire une présentation un petit peu rapide en amont du podcast. L'idée que tu représentes très bien, c'est d'inviter maintenant 2 fois par mois des penseurs, entrepreneurs, bâtisseurs autour de la thématique qu'on pourrait appeler la souveraineté individuelle. Alors ça peut être aussi bien économique, intellectuelle, technologique, énergétique, géographique, enfin il y a plein de manières de le penser, cette souveraineté individuelle. Et il se trouve, je suis tombé sur tes contenus il y a quelques mois via How to Bitcoin, donc c'est tout de suite je me suis dit il faudra que tu sois un de mes premiers invités, donc c'est top. Et je vais pas forcément te demander de te présenter, je vais le faire, je vais prendre la responsabilité, tu me corriges sur tout ce qui est faux, mais ça permet de commencer dans le vif du sujet tout de suite. Donc de ce que j'ai bien compris de ton parcours, donc tu as commencé assez tôt pendant tes études d'ingénieur avec une chaîne YouTube qui s'appelle ProLearning, avec ton acolyte Victor, qui est toujours ton acolyte sur tes projets actuels. Donc ça, c'est cool déjà, c'est que les projets évoluent et l'association continue. Et vous avez actuellement donc une agence informatique qui s'appelle Pixelysium, que vous développez, du coup toujours avec Victor. Et aussi, avec Victor également, la chaîne How to Bitcoin, c'est par là que moi je t'ai rencontré, qui est autant une chaîne YouTube qu'un média aussi. Elle fait des articles, des essais, etc. C'est intéressant, c'est pas qu'une chaîne YouTube. Et aussi, j'ai vu que tu faisais le site nicolaskipaye.org, on pourra en parler sur ton LinkedIn, qui a un sujet d'actualité, donc au final, on pourra aussi peut-être l'évoquer. Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce que tu veux rajouter un élément? Non, t'as plutôt bien résumé tout le contexte et tout l'historique. Et je te rejoins sur un truc, c'est beaucoup mieux de présenter son invité. Ça évite qu'il parte dans des longues tirades, donc j'aurais pas fait mieux. Magnifique, moi je connais les deux côtés, donc je me permets de le faire. Et ma première question que j'aimerais te poser, c'est, j'ai nommé ce podcast Individu souverain, ça représente quoi pour toi cette idée d'individu souverain ou de souverainisme individuel? Pour moi, ça a beaucoup de facettes, hein. C'est pas, il n'y a pas une définition, et surtout pour moi, c'est un spectre. Je trouve que c'est toujours un problème de le poser, de toujours poser une sorte de fausse dichotomie où soit t'es souverain, soit t'es pas souverain. Non, en fait, tu l'es plus ou moins. Et surtout, déjà, tout le monde ne veut pas l'être. Ça, c'est un triste constat, mais malheureusement, c'est le cas. Donc pour moi, il y a un premier truc, c'est de réaliser que le plus grand prédateur, c'est l'État. Et donc, si tu veux être souverain, faut pas vivre à son crochet. Ça, c'est un peu le combat. Tu parlais de notre chaîne à How to Bitcoin. En réalité, on parle assez peu de Bitcoin. On n'en parle plus beaucoup. À la base, c'était notre sujet. Et aujourd'hui, vraiment, c'est centré sur ça, sur la souveraineté et les concepts de liberté. Et en fait, ce qui entrave le plus la liberté des individus, c'est l'État. Donc, déjà, c'est de se rendre compte du problème. Et ensuite, c'est d'essayer de s'en échapper. Et le premier, c'est de pas en dépendre, c'est-à-dire ne pas être payé par l'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il ait le moins d'accroche sur soi possible, d'un point de vue financier, hein, parce que bon, c'est joli les beaux discours, mais il y a quand même un moment, faut vivre. Et pour ça, il faut que tu aies autre chose qu'un compte courant en euros ou qu'une assurance vie qu'on peut te saisir. Il faut détenir des actifs les moins saisissables possibles, les plus mobiles possibles. Donc éviter l'immobilier, tout ce genre de choses, si tu veux être souverain en tout cas. Et puis après, il y a aussi ta souveraineté presque intellectuelle, hein. C'est est-ce que tu es capable d'évoluer dans un monde qui change, surtout en ce moment, hein, c'est d'autant plus vrai, que ce soit d'un point de vue technologique, d'un point de vue adaptabilité à ton environnement en général. Et puis il y a la mobilité géographique qui rejoint un peu le reste. C'est est-ce que tu es capable demain de partir? Si demain, je sais pas, l'État français devient un État encore plus compliqué à vivre qu'il est compliqué à vivre aujourd'hui, est-ce que tu peux te barrer? Et généralement, les gens ne peuvent pas, donc ils ne sont pas souverains. Donc il y a ce point-là aussi qui est assez important. Donc il y a 2 choses sur lesquelles je voulais rebondir. Tu disais déjà, tout le monde ne veut pas être souverain. Ouais. Pourquoi selon toi, et c'est quoi l'inverse de ne pas être souverain du coup, d'une certaine manière?
c'est d'être esclave. Après, c'est pareil, hein, quand je dis ça, je tire le trait, mais en vrai, ça reste un spectre. Moi, c'est un constat que j'ai fait, que je continue à faire et qui m'attriste beaucoup, mais j'essaie de faire en sorte que ça ne m'attriste pas parce que je commence à comprendre qu'on rejoint, enfin, qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs de vie et que de se calquer des objectifs qui sont pas les nôtres, ça rend pas plus heureux. Donc, j'essaye de faire un travail là-dessus. Il n'empêche que je reste persuadé que tout le monde gagnerait à être plus souverain. Parce que généralement, bah, en fait, quand tu fais du ouin-ouin pour manifester pour je ne sais pas quoi, c'est que t'es pas souverain d'une certaine façon et que t'en attends après les autres. Si t'en attends après les autres, c'est que le problème c'est toi. Mais bah, force est de constater qu'il y a des gens, la liberté, ça ne les intéresse pas plus que ça. Ils préfèrent leur petit confort, ils préfèrent ne pas faire face à certaines réalités. Je prends souvent cet exemple. Moi, bon, bah, j'ai encore des amis qui vivent dans le monde réel et qui, quand je dis dans le monde réel, qui sont pas dans nos cercles, c'est-à-dire qui touchent à Bitcoin, qui sont libertariens, etc. Et d'avoir des conversations avec eux, tout à fait normal. Puis bon, bah, de fil en aiguille, je leur parle de ce que je pense, des choses que j'ai apprises. Et à la fin, elles m'arrêtent et elles me disent ouais, ok, c'est très bien, mais en fait, j'ai pas envie de savoir. Et C'est on arrête la conversation ici. c'est intéressant parce que j'ai cru comprendre effectivement dans le Bitcoin, il y a cette notion de orange pill, de se faire, qu'on voit aussi dans les mouvements red pill et d'autres thématiques. Et effectivement, du coup, c'est un peu le degré de vérité que tu es prêt à entendre et ce que tu es prêt à vivre avec ce niveau de vérité et de faire un peu l'autruche, on pourrait dire, de cette manière, si tant est que ce soit la vérité. Après, ça pourrait être débattu aussi, mais en tout cas, il y en a qui partent du principe que c'est le cas dans ce que tu dis. En tout cas, tu fais partie du coup d'avoir eu cette réalisation. Après, moi, de manière générale, maintenant, j'ai aussi eu cette réalisation récemment. Au début, j'étais vraiment du côté de, bah, il faut orange pill les gens. Bon, ça peut être orange pill ou juste red pill de manière générale sur arrêter d'être des esclaves. Hein. Ça peut un peu se limiter, enfin, s'élargir à ça. J'ai arrêté pour les mêmes raisons que je viens de te donner, c'est-à-dire, bah, en fait, tout le monde ne le veut pas. Le résultat, c'est que tu vas perdre des potes, tu vas passer pour un fou. Donc je préfère le faire sur une tribune libre sur YouTube. En fait, c'est une bouteille ouais, à la mer, tu l'attrapes, tant mieux pour toi. complètement. T'en veux Ouais. pas, bah tant pis, tu vois, c'est ta vie et si t'es très heureux comme ça, c'est ok, je vais pas venir t'imposer mon mode de vie. Oui, je pense qu'il y a un timing à tout. Effectivement, on peut pas forcer les gens à adhérer à une idée ou à être prêt à vouloir euh, au moins considérer l'idée avant même de dire que de se faire entre guillemets transformer. Il y a ça aussi en philo. Moi, je viens un peu de la philo aussi en plus entrepreneuriat. Ouais. C'est un peu de conversion philosophique et presque une conversion religieuse aussi, on pourrait dire. Et mais très intéressant. On va revenir après sur justement ce que tu disais qui était intéressant sur le côté. Au début, je m'intéressais à Bitcoin et finalement, je m'intéresse à- au final aux enjeux qu'il y a derrière. Et c'est Ouais. l'impression que moi, c'est ce qui m'a intéressé aussi quand je me suis remis la tête dedans. Juste pour donner un peu de contexte, c'est vrai que ça permet de faire connaissance, on se connaît pas forcément, et ça permet à mon audience de donner aussi du contexte. Moi, j'ai parlé pendant des années là de ce que j'appelle la vie intentionnelle. J'en ai écrit un livre sur le sujet, et au final, c'est un peu le même constat, c'est qu'il y a une sorte de vie par défaut que vont avoir beaucoup de personnes. Moi, je suis plus parti du constat plutôt travaillons sur nous-mêmes, travaillons sur l'intériorité, travaillons sur notre environnement. Et c'est vrai qu'au final, là, c'est ça qui m'a intéressé récemment, c'est de me dire bah, dans quelle mesure quand même les structures, euh, voilà, disons les structures, ont aussi un impact une fois qu'on a travaillé sur soi. Bah, on peut avoir fait énormément de travail. Si à un moment on est dans un jeu qui veut pas notre bien, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il faut travailler là-dessus. Donc c'est un peu là, ça permet aussi à mon audience de leur dire, c'est vers là aussi j'ai envie d'aller, qu'on réfléchisse aussi ensemble à travers ces conversations à ces thématiques aussi qui ne sont pas que des thématiques philosophiques, intérieures, etc. Hmm. Bah, il y a un point que je trouve intéressant dans ce que tu dis. Et pour moi, en fait, je suis pas un grand philosophe, hein, mais pour moi, en fait, ça rejoint la philosophie individualiste en général. euh, et un peu de loin le stoïcisme, c'est-à-dire déjà plutôt du côté de l'individualisme, c'est déjà je vais me sauver moi et après je vais me soucier des autres. Et le Mhm. problème c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a 80% des gens qui se soucient des autres avant de se soucier d'eux-mêmes. Donc c'est des gens qui vont s'intéresser d'enfants qui meurent à 6000 km de chez eux mais ils connaissent pas le nom du SDF du bout de la rue et leur mère malade ils l'appellent une fois tous les 6 mois. Donc ça, c'est un énorme problème pour moi. Et là-dessus, j'ai envie de dire, bah, vous êtes juste des merdes. Hein. Il y a même pas d'autre alternative. Ça se résume comme ça pour moi, euh, même s'ils le font pas du tout consciemment.
Donc pour moi, c'est vraiment par cercle excentrique, c'est-à-dire on commence par se sauver soi-même. Ensuite, on va essayer d'en parler avec ses parents, sa famille, ses proches, et après on continue à essayer de convaincre les gens. Et j'ai failli faire l'erreur de vouloir convaincre moi les gens justement avant de me sauver moi-même. Et je suis assez content de me dire que voilà, en quelques années, j'ai fait en fait le boulot sur moi-même. Et ensuite, maintenant, je peux me permettre de dire ça en toute liberté sur YouTube, de entre guillemets donner des leçons du haut de mes 27 ans, ce qu'on peut me reprocher assez souvent, je le vois dans les commentaires YouTube. Mais c'est parce que j'ai fait le boulot de le faire pour moi avant, donc j'ai pas de scrupule à essayer de changer les choses. Et pourquoi aussi on a envie de faire changer les choses à l'échelle de la société de façon plus large, c'est aussi parce que la démocratie qu'on nous impose. Moi, je suis pas un grand fan de la démocratie. Ça peut aussi être un sujet dont on parle. Euh, c'est une dictature d'une majorité et de majorité qui opprime tout le reste. Et malheureusement, tant qu'on est dans un système démocratique, le seul moyen d'être libre, pour pas que les autres nous oppriment, c'est de les convaincre d'être également libres. Donc, je me dis, le seul moyen de gagner, c'est cette espèce de bataille culturelle où il faut bien faire passer nos idées pour qu'un maximum de gens y adhèrent, sinon c'est eux qui vont nous mettre au goulag. Donc, faut bien essayer de faire ça, mais j'aimerais bien ne pas avoir à le faire, hein, je t'avoue, ça m'aurait arrangé. On y reviendra effectivement. Juste pour donner du contexte, justement, comme tu en arrives à ces conclusions et tu disais qu'au final, on parlait de Bitcoin, on parle plus trop de Bitcoin. J'aimerais bien comprendre comment tu as découvert Bitcoin et plus largement, comme c'est un peu l'oignon qu'on défile petit à petit, les étapes, les milestones un peu de compréhension. Parce que des fois, il y a des gens, ils arrivent pour le côté spéculatif et puis après, ils comprennent des choses profondes pour en arriver en fait à avoir presque un enjeu politique, idéologique comme tu Ouais. présentes. Comment ça s'est fait un petit peu si tu te souviens en tout cas les grandes étapes que tu as vécues par rapport à ça? Ouais, en plus, c'est marrant, on a fait un contenu récemment, il y a 2 semaines sur la chaîne, où on recevait beaucoup trop de commentaires. Oui, vous appelez How to Bitcoin, parlez pas de Bitcoin, machin. On a fait une vidéo d'1 h 30 ou 1 h 40 où on a expliqué pourquoi en fait on ne veut plus parler de Bitcoin et c'est quasiment volontaire. Mais du coup, par rapport à ça, moi j'ai découvert Bitcoin en 2017 de la pire des façons, c'est-à-dire j'ai pas acheté de Bitcoin jusqu'en 2022, je crois. Donc je l'ai découvert, je m'y suis pas intéressé, je suis rentré pour les mauvaises raisons, quand bien même il y a de bonnes ou de mauvaises raisons. Donc c'est-à-dire pour faire un max de fric. J'en ai perdu, bon j'étais étudiant à l'époque donc j'ai pas perdu grand-chose. 2021-2022 j'en ai perdu un paquet. J'avais mis un livret A sur un truc où je me disais tiens je vais gagner 20% par an, tout va bien. En fait non, j'ai fait moins 99. Pas en Bitcoin du coup là. Ah non, non, pas du tout, non. Des altcoins là. Ouais, c'était Terra Luna, je pense que tout le monde en a Ok. entendu un peu parler. J'avais de l'UST. Et ensuite, ce qui s'est passé, et c'est une théorie qui vient pas de moi, mais qui tourne beaucoup chez les bitcoiners, c'est un peu le voyage du bitcoiner. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et c'est, en fait, nous, là, les gens, les Bitcoin maximalistes comme nous, donc qui considèrent que dans les cryptos, il n'y a que Bitcoin qui fait foi et que le reste, c'est un peu de la merde. On ne sert pas à convaincre les gens a priori, mais plus a posteriori. Quelqu'un qui découvre l'écosystème, il n'y a aucune chance qu'il se dise waouh, Bitcoin, révolution monétaire, objet politique, libertarianisme, blablabla. Impossible. Enfin, ça arrive, hein, et c'est des gens, c'est des ovnis, mais généralement, c'est waouh, to the moon. Et généralement, c'est couplé à, il n'y a pas que Bitcoin, il y a moyen de faire x100 sur des petits trucs, et ce qui peut arriver hein, par moment. Et du coup, ces gardiens du temple, que sont les gens comme nous, on leur permet, une fois qu'ils ont perdu tout leur argent, enfin pas tout, mais qu'ils ont perdu un bon paquet, parce que c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps, une fois qu'ils sont bien dégoûtés, là ils se tournent vers des gens pour se dire, mais en fait, comment on fait? Et là on leur explique que ça va bien se passer, que tout ce qu'il leur reste, ils vont juste acheter du Bitcoin avec, qu'ils vont attendre 4-5 ans, qu'ils vont apprendre pendant ce temps-là parce qu'ils ont que ça à faire, qu'ils vont épargner, donc ça implique d'avoir aussi un cash flow positif et de pas faire comme certains qui se disent ouais je vais make it avec Bitcoin ou avec les cryptos, dès que j'ai 1 million je le mets sur mon compte et je vis dessus. Ça, vous verrez que déjà vous ne le ferez pas, et en plus vous allez faire quoi? Vous allez attendre sur une plage à ne rien faire, ça n'a aucun sens. Faites-vous trouver une source de revenus, que ce soit par le travail ou ce que vous voulez, autre que faire du rendement avec les cryptos, parce que ça aussi c'est un énorme biais. Ah, Bitcoin, ça génère pas de flux.
c'est un problème. C'est pas un bug, c'est une feature, c'est voulu. Ça ne génère pas de flux. Donc apprenez à gagner de l'argent à côté, gagnez de l'argent, investissez-le en Bitcoin. C'est pas un conseil en investissement, c'est toujours important de le rappeler. Et ensuite, ces gens-là généralement nous remercient. Et moi, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que bah, j'ai fait une descente aux enfers absolue. Je pensais vraiment être au fin fond de ma vie. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, soit je vais rester une merde comme ça pendant les 40 prochaines années, soit j'essaye de faire mieux. Et ça m'a poussé, entre autres, à aller travailler en Suisse pour avoir un salaire 4 fois supérieur, enfin 3, à celui que j'avais en France, à faire all-in Bitcoin avec tous mes salaires pendant 2 ans, et à être dans une situation bien plus confortable que celle que j'étais de base. Et tout ça, bah, c'est grâce aux personnes qui m'ont conseillé d'étudier le sujet, qui m'ont permis de me forger des convictions, qui m'ont permis de dormir tranquille aussi en investissant de telles sommes. Et en fait, ça, toute personne qui a un peu expérimenté, on dit le passage dans le rabbit hole, le trou du lapin blanc, bah, se rend compte que à la fin, tu t'en sors bien et que finalement, les aigris comme nous servent à quelque chose. Faut juste, bah voilà, tomber sur les bons contenus au bon moment parce que sinon, des fois, tu peux être dégoûté à vie et c'est ça le plus gros risque, c'est de t'être fait scam, d'avoir tout perdu et de plus jamais retoucher pendant 20 ans. Et Dieu sait que ça arrive. Ce que tu dis, c'est que tu pars en Suisse, tu as un salaire beaucoup plus conséquent, évidemment. La Suisse, c'est pas la France à ce niveau-là. Et tout ce qui n'était pas dépenses quotidiennes, c'était mis 100% dans Bitcoin, du coup, tout ce qui aurait pu être mis dans des actions ou autres, pour certains qui investissent. Ouais. Tu étais 100% Bitcoin. Et du coup, c'est quoi t'es pas en priorité sur les 2-3 éléments de compréhension entre bon, je perds 99% Terra Luna, j'ai le moment compliqué ensuite. Et après, tu vois, les éléments qui font que tu te sens serein, comme peut dire aussi Eric Archevêque, de dire je peux mettre des millions en Bitcoin. Et en fait, je suis beaucoup plus serein que si je le mettais sur des fiat. Ouais. N'hésite pas à rentrer dans le détail, parce que encore une fois, mon audience n'est pas du tout exposée ou très peu exposée à ça. Donc, on peut prendre le temps aussi d'expliquer les éléments importants. C'est aussi ça mon but, c'est de montrer que on n'est pas que sur un investissement, voire même pas du tout sur un investissement parfois, en fait, pour moi. Non, alors ça, il faut vraiment que les gens comprennent. Bitcoin, moi, je le vois pas du tout comme un investissement, hein. Je le vois comme de l'épargne. Et déjà, c'est quand tu arrives à changer ce paradigme, déjà que tes nuits sont tranquilles et que ton avenir est sécurisé. Quand tu comprends que tu n'investis pas mais que tu épargnes, vraiment, ça va mieux. Il y a une nuance à cela qu'il ne faut pas nier, c'est que Bitcoin est volatile. Et qu'il ne faut pas considérer que c'est une épargne liquide comme ton LDD ou ton livret A, sur lequel tu peux taper de temps en temps. Tu peux, hein, c'est très liquide, ça se revend très facilement. Le problème, c'est que c'est volatile. Et que potentiellement, si tu as acheté il y a une semaine et que tu revends aujourd'hui, bah, tu as peut-être fait moins 10%. Et ça, pour de l'épargne, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Donc, il faut voir ça comme une épargne de long terme, mais pas comme une épargne disponible. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai toujours 6 mois, 1 an, même 2, 3 ans d'épargne disponible pour vivre. Ça, c'est toute personne qui te dit oui, je suis all-in Bitcoin, en vrai, c'est juste pas un bon calcul financier. C'est-à-dire que tu exposes ta consommation du quotidien à la volatilité du prix, et là, tu retournes sur, bah, en fait, je dors mal, parce que à la moindre grosse dépense, je vais vendre à perte potentiellement. C'est juste une très mauvaise idée. Donc, ouais, ça, c'est le premier point. Mais une fois que tu as compris que c'est de l'épargne, pour moi, ça vient plus de j'ai compris quel était le problème que quelle est la solution. C'est-à-dire Bitcoin, ok, bah, c'est de l'épargne, c'est une bonne solution, ça résout beaucoup de problèmes. Mais avant ça, et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on veut plus parler de Bitcoin, c'est qu'il faut comprendre quel est le problème. Et le problème, c'est les monnaies fiduciaires, donc on peut appeler aussi fiat, l'euro, le dollar, et en fait n'importe quelle chose qu'on appelle monnaie, hein. Et en fait, non seulement d'un point de vue financier, c'est pourri, mais d'un point de vue souveraineté, si on revient à notre sujet de base, c'est aussi pourri. Alors, il y a des degrés de pourritude, hein. Le dollar est infiniment supérieur à la lire turque. En vrai, en Europe, je critique, hein, du jour au lendemain, enfin du matin au soir, on n'est pas trop mal servi. Ça marche encore à peu près. C'est pour ça que pour nous, c'est vraiment quelque chose de long terme. Par contre, un Nigérian, un Turc, lui, c'est tout de suite là. C'est tout de suite où là, il a vraiment une utilité monétaire. Donc c'est pour ça que tous les clowns qui te disent oui, Bitcoin, c'est pas une monnaie, va dans un pays où ils ont une vraie monnaie de merde, tu vas voir si c'est pas une monnaie. Ça va juste, quand tu as 90% d'inflation annuelle,
le Bitcoin n'est pas si volatile que ça d'un coup. Il n'est pas si volatile. Et voire beaucoup plus. Quand c'est l'hyperinflation, tu as eu des dingueries en dizaines de milliers Oui, de bah, pourcents. Quoi. ouais, bah tu vas au Zimbabwe, au Venezuela. C'est pas les exemples qui manquent. Même au Liban maintenant, c'est devenu la même chose. Et, ouais, c'est pas... je lisais, je sais que tu as des liens aussi avec Consensus Network, l'Internet de l'argent de Papopoulos, si je ne me trompe pas. Ouais, Antonopoulos. Antonopoulos, pardon. Et c'est ça qui m'a fait bien comprendre aussi avec sa thèse, c'est de dire, en fait, on est dans un paradigme occidental où on se dit, sur l'aspect, en tout cas, monnaie, il n'y a pas d'enjeu, parce qu'effectivement, l'euro reste quand même assez stable pour l'instant. D'autres sujets avec l'euro qui trame. Mais pour autant, il y a 70% peut-être de la planète, 5-6 milliards de personnes qui, eux, ont déjà un besoin sur ce use case-là tout de suite. Ce qui n'enlève pas, comme tu dis, effectivement, pour quelqu'un qui nous écoute, qui est en France ou francophone, de l'utiliser comme une épargne long terme, comme tu dis. C'est le meilleur actif des 15 dernières années. Hein. Donc, de toute façon, ça, on peut essayer de le tordre dans tous les sens. Il y a 15 ans, tu as acheté n'importe quel autre actif que Bitcoin, tu as fait moins bien. Après, on peut débattre du ratio risque-rendement. Moi, je considère qu'il est plutôt très bon et qu'il y a une asymétrie très positive en faveur de Bitcoin. Mais ça, c'est corrélé au degré de connaissance que tu as sur le sujet. C'est indéniable. Cela dit, on dit l'euro, ça va. Ouais, vite fait. Hein. Aujourd'hui, conserver de l'euro sous toutes ses formes, hein, que ce soit de l'euro, bon, sur un compte courant, faut être maso, mais sur un livret réglementé comme un livret A, ou même pour les plus malins en obligation d'État, donc quelque chose de sûr, type fonds euro en assurance vie, etc., ça reste une très mauvaise idée. Hein. Vous ne battrez pas l'inflation, vous allez vous appauvrir, vous allez perdre la moitié de votre pouvoir d'achat en 20 ans, et encore, vu la vitesse à laquelle ça va 5-10 ans même peut-être. Ouais, voilà. Et encore, hein, parce que ça peut partir en exponentiel et l'hyperinflation arrive vite. Sans oublier tous les aspects réglementaires. Il n'y a pas que l'aspect financier, oui, je fais un tableau Excel et dans combien de temps j'ai perdu du pouvoir d'achat. C'est une assurance vie qui peut être gelée, ça peut être n'importe quelle autre forme de décision qui vont impacter les détenteurs d'euros. Et dans ce cas-là, vous vous retrouverez à poil. Et ça, pour moi, il y a une distinction en fait entre Bitcoin et l'euro, et les fiat de manière générale. Et c'est un concept qui ne demande pas de faire des années de compta, mais c'est que Bitcoin, il est au passif de personne. En gros, c'est pas une dette. Tu es le seul à le détenir, et personne d'autre le détient pour toi, ou il n'y a pas une contrepartie quelque part auprès d'un tiers. Alors que l'euro, c'est forcément au passif, soit de ta banque. Dans le cas de ton compte bancaire, c'est le passif de ta banque. Elle te doit ces euros. T'as un billet de 20 euros, c'est plus palpable, mais ça reste une dette au passif de la BCE. C'est la BCE qui te les doit directement. Et c'est vraiment une notion fondamentale parce que en fait, tu augmentes ta souveraineté du fait que c'est au passif de personne. C'est vraiment presque aussi simple que ça, tu dépends d'aucun autre tiers. Et c'est pour ça que c'est magnifique, et c'est pour ça que, je pense que c'est pas du tout intéressant de rentrer dans ce débat-là, mais que les autres cryptos ne remplissent pas ces critères-là. Les seuls cryptos utiles actuellement, c'est les stablecoins. Utiles parce que en fait, pour moi, c'est une innovation incrémentale sur les fiat. C'est-à-dire que c'est mieux que les fiat, mais ça reste des fiat, donc ça reste de la merde. Mais c'est très utile. On le voit avec justement les institutions qui commencent à se pencher sérieusement sur des moves sur les stablecoins, j'ai l'impression. En fait, les gens sont là, oui, monnaie numérique de banque centrale, oh là là, le cauchemar. Mais les monnaies numériques de banque centrale, elles existent. Ça s'appelle l'USDT, l'USDC. C'est la même chose, sauf qu'on vous fait passer la pilule en vous disant, ah, mais c'est une initiative privée, c'est Tether, c'est Circle qui l'émettent, c'est pas le gouvernement américain. Bon, l'Europe, ils sont largués, donc c'est même pas de sujet là-dessus. Mais c'est déjà des monnaies numériques de banque centrale. Hein. Et d'ailleurs, Trump l'a clairement dit, on ne fera pas de monnaie sur une blockchain publique ou je sais pas quoi. On va déléguer ça au privé. Ok, mais c'est la même chose. Et du coup, toutes les autres cryptos, au-delà des stablecoins qui eux ont une utilité, parce qu'aujourd'hui, je sais pas, t'es Nigérian, tu vas avoir du dollar, l'USDT c'est génial. Faut pas se mentir, c'est beaucoup mieux que d'avoir des billets de banque sous son matelas.
c'est hyper efficace, c'est pour ça que je renierai jamais l'utilité à ce niveau-là. Après, fondamentalement, ça reste de la merde parce que basé sur le dollar. Mais par contre, tout ce qui est autour, Ethereum, Solana et toutes ces conneries, leur business model repose uniquement sur l'existence des stablecoins. Et ces stablecoins reposent uniquement sur la subsistance d'État. Et dans ce cas-là, en fait, c'est pas des projets décentralisés, incensurables, machin. C'est des innovations incrémentales pour les États pour délivrer leur monnaie. C'est très bien. Moi, c'est pas mon projet. Mais s'il y en a à qui ça plaît, c'est ok. Il faut juste pas faire passer des vessies pour des lanternes. C'est vraiment pour ça que nous, on dit Bitcoin is not crypto. C'est Bitcoin, il y a un projet. Les cryptos, il y a d'autres projets. Chacun a son utilité, mais on n'a pas le même combat. Moi là-dessus, mais c'était mon constat après quelques mois là, d'études, qu'il faut vraiment distinguer. J'avais cette métaphore avec un ami, c'est qu'il y avait une galaxie, il y a Bitcoin d'un côté, il y a le Web 3 de l'autre. Bitcoin est presque le soleil, parce qu'il a aussi un impact, j'imagine, sur les autres cryptos si Bitcoin avait des soucis, ce qui n'est pas forcément le cas en face. Et surtout de les étudier de manière très différente. Et en fait, on peut très bien faire effectivement toute sa vie sans s'intéresser au Web 3, comme ce que tu nous expliques là. Donc, Je pense que clairement, si tu veux rallonger ton espérance de vie, il faut pas s'intéresser au Web 3. C'est du stress, c'est des angoisses. Il y a beaucoup de gens qui, enfin la majorité des gens perdent de l'argent. Ça change extrêmement vite. C'est beaucoup de bruit. Pour moi, s'intéresser au Web 3, en plus c'est hyper large. C'est vraiment comme regarder CNews toute la journée. C'est du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Et en fait, le signal, il est très faible. Tu as très peu d'informations utiles qui vont te servir. Qui plus est, en plus, tu vas perdre de l'oseille. Donc franchement, faut arrêter de... Et je lisais Crypto Confidentials de Natalia Son, c'est un créateur que j'aime bien, qui a passé 2-3 ans dans l'univers Web3 en tant que développeur Solidity à l'époque, qui était hyper recherché. Je sais pas, en 2025, en 2022, apparemment, c'était très important de savoir développer sur ce langage pour Ethereum, notamment si je dis pas de bêtises. Ouais. Et en fait, il passait sa live, il faisait aussi la spéculation, et sa vie était horrible en fait. En fait, tout le bouquin, c'est un espèce de roman éducatif aussi de cette manière. Il y a des chapitres d'éducation. Et en fait, il passe sa live sur l'ordinateur. En fait, c'est tout sauf la liberté, quoi. Je pense qu'il a jamais passé autant de temps de sa vie sur un ordi. Sa vie était catastrophique, quoi. Ouais. Donc, juste pour avant d'aller sur un autre sujet, sur l'aspect, sur l'aspect effectivement spéculation, sur les aspects usages entrepreneuriaux, t'as un avis aussi tranché sur Ethereum et sur toutes ces autres blockchains, où tu penses qu'il y a quand même un intérêt qu'il y ait des builders sur ces cryptos? D'un point de vue fonctionnel et innovation, pour moi, déjà, tout est privé. Il n'y a pas d'argent public là-dedans, donc j'ai envie de dire, j'ai aucun jugement à émettre là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ce que je reproche beaucoup aux Bitcoin maximalistes en général, c'est qu'ils ont des réflexes d'étatistes à dire mais faut pas que ça existe, machin. Non, c'est des initiatives privées. Généralement, les gens s'arnaquent entre eux, ils sont consentants, faites ce que vous voulez. Moi, je trouve que d'un point de vue investissement, c'est toujours une mauvaise idée. Parce que, en fait, les gens vont dire oui, mais les cryptos, elles montent. Déjà, regardez le graphe des cryptos par rapport à Bitcoin. Prenez la paire ETH-BTC et pas ETH-USD. Vous verrez que, même si là, c'est remonté récemment, ça tire la gueule. Et ça, c'est le cas pour 99,9% des cas. Donc, si les gens veulent jouer un peu l'auto de temps en temps, why not? D'un point de vue vraiment innovation, pour moi, ouais, c'est de l'innovation, mais pour la finance centralisée et traditionnelle. Donc demain, tu es développeur, tu te dis tiens, je vais build sur Solana ou Ethereum. Pour moi, ça revient à te dire ouais, je vais construire un module pour BlackRock, pour leur nouvelle plateforme de je sais pas quoi, parce que c'est comme ça que ça va finir et c'est le seul use case. Why not? C'est juste toujours la même chose, faut pas faire passer les vessies pour des lanternes. Et on a tourné une vidéo, mais elle n'est pas encore sortie. Peut-être qu'elle sera sortie au moment de ce podcast. Elle le sera, je pense, ouais. Avec un ancien développeur Core Ethereum, donc qui était plutôt Ethereum maximaliste, et qui a complètement switch et qui est passé all-in Bitcoin, enfin quasiment. Et lui, il a eu le même constat, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est fait happer par la technologie, parce que d'un point de vue technologique, c'est hyper intéressant, Ethereum, même Solana, etc. Il y a énormément de gens qui bossent dessus, il y a beaucoup de recherches, etc. C'est passionnant, mais il faut pas faire de la tech pour de la tech, et lui, c'est ce qu'il s'est retrouvé à faire. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il faisait de la tech au service de rien du tout. Ou en tout cas pas de ceux auxquels il pensait. Et il s'est rendu compte qu'en fait, du côté de Bitcoin, la tech est différente. Elle est moins sexy, ça avance moins vite, mais c'est au service d'un vrai projet qui marche. Et c'est toujours ça le sujet.
Mais après, moi, je suis vraiment pas fermé là-dessus. Et il y a des gens qui ont une chance un jour, ils achètent un truc, ça fait x1000, ils gagnent de l'argent. Tant mieux. Après, comme tu as dit, un peu c'est un player versus player, donc évidemment il y a beaucoup de pardon, moi je viens du poker en ligne moi à la base quand j'étais ado et jeune adulte, donc c'est un peu pareil, tu as C'est exactement pareil. 10%, un peu plus, je pense 10% quand même au poker, 10-12% qui gagnent. Alors d'ailleurs en passant c'est marrant parce que une des raisons aussi, je fais une petite aparté mais très rapide, mais il y a du rake au poker sur les plateformes en ligne, donc une taxe que les sites prennent qui ferait passer sans cette taxe des joueurs moyens perdants légers à très grands gagnants. Donc il y a aussi cette question pour être un peu sur le côté des impôts aussi et l'impact que ça peut avoir. On le voit dans un microcosme comme un site de poker en ligne pour graviter dedans pendant 5-6 ans, même un peu 6-7 ans. Je voulais revenir, tu parles dans la présentation, alors, je sais pas si c'est toi qui l'as écrit, mais en tout cas, quand vous présentez How to Bitcoin, vous parlez de l'idée du Léviathan, le Léviathan étatique. Il y avait aussi le sujet de la démocratie, donc ça nous permet de sortir un petit peu de la discussion focus Bitcoin et aller justement vers que les gens comprennent en fait encore plus en détail les enjeux qu'il y a derrière, donc toujours sur les réalisations que tu as pu avoir, sur les réflexions que vous pouvez avoir aussi, j'imagine, au quotidien, et puis en rencontrant des gens dans l'écosystème. Qu'est-ce que tu entends par Léviathan étatique? Donc c'est un concept. Alors j'ai un trou de mémoire. Le philosophe Léviathan, c'est Hobbes. J'allais dire Hume, mais c'est Hobbes. C'est quoi? C'est 18e Hobbes. Donc ça remonte déjà. Il me semble. Alors ça, je ne saurais pas te donner la date exacte, mais C'est oui. 17 ou 18e. C'est vraiment ok. Et comment tu expliques cette idée de Léviathan étatique et qu'est-ce que les gens doivent comprendre en fait derrière cela et le lien, comme tu faisais avec Bitcoin, le lien qui s'y trouve? Dans l'autre sens, d'abord le lien avec Bitcoin et ensuite le Vas-y. pourquoi du comment, c'est que Bitcoin, le projet, il se résume en une phrase, c'est séparer la monnaie de l'État. Il n'y a pas d'autre projet, c'est ça à la base. Enfin, si, bon, c'est faire du cash numérique en pair à pair. Mais pourquoi on fait du cash numérique en pair à pair? C'est pour s'extraire de l'État in fine. Et des banques qui sont en collusion. Donc Bitcoin y mène forcément. C'est clair et net. Et c'est pour ça que dans Bitcoin, il y a aussi des anarchistes de gauche aussi. C'est qu'il y a des gens, voilà, ils veulent une anarchie de gauche. Donc c'est les anards classiques. Moi, je suis de l'autre côté. Je suis plutôt anarchiste de droite. C'est un concept que les gens connaissent pas trop, dont on n'entend jamais parler parce que généralement, pour les gens, c'est pareil que d'être nazi, hein, quasiment. C'est au même niveau quand on dit ça. Et en gros, le projet, c'est vraiment sur le spectre du libertarianisme, donc le plus extrême, c'est l'absence d'État absolu. C'est-à-dire, en fait, l'État par nature est illégitime, donc on peut s'en passer et créer une société basée sur le consentement et ce qu'on appelle le droit naturel, qui se résume à le respect de la propriété privée, très grossièrement. Et en fait, déjà, dans un système anarcap, comme on dit, donc anarcho-capitaliste, la démocratie servirait à rien parce qu'il n'y aurait pas de loi à faire voter, déjà, pour commencer. En tout cas, la démocratie au sens où on l'entend, c'est-à-dire on est la France, on élit des députés, etc. Même une démocratie plus directe à la Suisse n'aurait pas vraiment de sens. C'est pas pour autant qu'il y aurait une absence de vote et de prise de décision collégiale à des échelles beaucoup plus restreintes. Et c'est pour ça aussi, il faut faire attention avec la notion d'État. Moi, j'entends, et les libertariens entendent, État au sens coercitif. Ça ne veut pas dire absence d'organisation, absence de société, absence de groupe, absence de communauté, de copropriété, de ce que vous voulez. Et d'ailleurs, c'est quand même la beauté, c'est que dans un monde anarcap, les communistes, les socialistes subsistent. Vous voulez faire votre société communiste où vous mettez tout en commun, grand bien vous fasse. Ça marchera. Enfin, ça marchera. Ça se discute. Mais vous pouvez. Ce qui, l'inverse, n'est pas vraiment vrai. Hein. Dans une société communiste, c'est dur de faire respecter sa propriété privée en tant que libertarien. Et donc, la démocratie ne disparaîtrait pas, elle disparaîtrait juste dans le sens où nous, on la conceptualise en France, qui n'a rien à voir avec la démocratie, hein, c'est juste un ramassis de conneries, où on élit des pantins tous les 5 ans. Et ouais, bah, en fait, généralement, il y a pour moi un exercice quand même assez simple à faire, c'est vous prenez tous les pans de votre vie, toutes les choses que vous constatez,
vous essayez de creuser les choses négatives, bien évidemment. Vous essayez de creuser le pourquoi du comment, pourquoi c'est là, pourquoi c'est arrivé, qui est responsable. Et si vous avez un peu d'honnêteté intellectuelle, vous verrez qu'à un moment, il y a une forme de coercition. Quand je dis coercition, c'est qu'on a imposé quelque chose sans le consentement. Ça peut être, un exemple très concret, j'essaye depuis 1 an d'ouvrir un centre pour jouer au padel, donc le sport de raquette. Et ce qui me pourrit la vie depuis 1 an, c'est la loi. C'est la loi et les lois d'urbanisme qui me pourrissent la vie. Ça pourrit la vie à moi en tant qu'entrepreneur, ça pourrit la vie des fournisseurs et des gens avec qui je vais donner du boulot pour fabriquer, et ça pourrit la vie des gens qui n'ont pas de padel dans une zone où il y a 1 million d'habitants et qui aimeraient sûrement y jouer. Et tout simplement parce que, il y a pas eu de consentement sur, les normes de je ne sais quoi, parce que dans ce cas-là, moi, par exemple, pour construire mon centre, j'ai juste à demander aux personnes concernées, heu et ça se fait via un consentement et c'est toujours, des contrats bilatéraux. C'est-à-dire, je décide avec un tel, est-ce que tu es d'accord? Oui, oui, OK, c'est bon. Le problème, c'est que tous nos contrats aujourd'hui sont tripartis, il y a l'État qui se met dedans et ça se passe mal et vraiment, je vous invite à faire l'exercice, hein. Prenez n'importe quoi, généralement, si vous creusez un petit peu, c'est l'État et c'est pas les riches, c'est pas l'immigré, c'est pas le bouc émissaire. En fait, généralement, s'il y a un bouc émissaire, c'est que la raison, elle est foutue, enfin, elle est pas bonne. C'est généralement, ça vient d'une forme de coercition. Je vais poser une question, je change un petit peu de sujet, mais sur il me semble que tu vis encore en France actuellement? Ouais, je suis revenu Qu'est en France. qu'est-ce qui tu es revenu, tu étais à l'étranger avant? Du coup, on était à la frontière suisse, OK. donc on y travaillait, mais oui, non, on vivait toujours en France, donc en soi, je suis revenu, mais à Paris plus qu'autre chose, quoi. Qu'est-ce qui vous fait rester en France pour l'instant? Ou est-ce que c'est une étape temporaire, tu as l'impression? Ou tu as même l'impression qu'en fait ton setup en fait, n'est pas impacté du fait d'être en France? Mmh. C'est une bonne question. Alors, quand tu dis «on», je suppose que tu fais allusion à moi et Victor Alors et on va parler de toi du coup, après tu ouais. peux distinguer si tu le souhaites, Et ouais. non, non, parce que par exemple, Victor, en ce moment, il est à Bali. Donc c'est pour ça que OK, lui, il a décidé assez rapidement justement de commencer à bouger, d'accord. parce qu'il avait moins d'attaches, plein d'autres raisons. Moi, il y a 2 choses. C'est un, j'ai mon projet de business physique là, Ouais, donc je suis encore dans un le peu paddle, ancré. Donc j'ai sacrifié une part de ma souveraineté parce que je suis à l'aise sur le reste de ma souveraineté. C'est que je me dis: déjà si le projet se fait pas, oui, là, je vais me barrer. Et s'il se fait, je serais content de le faire parce que c'est une expérience hyper enrichissante, mais le reste de ma vie, je l'ai sécurisé, je suis souverain, je travaille dans le numérique, donc je peux le faire de n'importe où. Mon épargne est oui, numérique tu aussi. es agile, si tu dois partir en C'est ça. catastrophe de France, tu sauras le prendre l'avion demain, quoi. C'est ça. Donc là, par rapport à ce qu'on disait en introduction, j'ai décalé le curseur de je me sens vraiment très souverain à je vais l'être un petit peu moins, mais c'est pour d'autres choses, c'est pour d'autres raisons. Moi, j'ai ma copine ici, j'ai ma famille, et il y a un moment, voilà, on est quand même aussi des animaux sociaux. Donc oui, c'est bien d'être souverain, digital nomade, faire plein d'argent. Mais bon, si t'es seul sur une île et que tu te fais chier, que t'as dû quitter ta meuf et tes parents pour ça alors que tu les aimais, ta vie elle va pas être mieux, hein. Pas dingue, ouais, effectivement. Oui, comme tu as dit, c'est un spectre et puis le faire en connaissance de cause, effectivement, c'est un ch intentionnel, je dirais dans mon Ouais, et lexique. puis c'est multifactoriel, hein. Pour moi, la recherche de souveraineté, c'est pas une fin. La fin, c'est la recherche du bonheur en général. La souveraineté doit y contribuer, mais si ta fin, c'est la souveraineté, tu finiras généralement pas heureux parce que ça va être au prix voilà, de ta femme, de tes enfants, de tes relations sociales, que sais-je. Donc, faut vraiment pas en faire une fin. Même si nous, par exemple, c'est un sujet dont on parle énormément, mais bon, après, on peut pas de parler de tout, donc compliqué. C'est marrant parce que moi, la seule raison qui me ferait revenir en France, je sais pas pressé, je suis à Budapest, moi. En ce moment, enfin, une des raisons, c'est que j'ai un projet dans le tennis. Moi, pour le coup, c'est pas dans le paddle, mais Ok. un projet personnel d'atteindre un certain classement au tennis. Et du coup, ce serait de revenir pour grind pendant 2-3 ans et atteindre mon objectif et potentiellement Ok. repartir après. Comme il y a les classements français que je connais bien, mais voilà, c'est un peu marginal. J'ai pas de projet entrepreneurial actuellement en France. Oui, ça va. Au pire, tu peux continuer à jouer au tennis en Hongrie, normalement ça Oui, oui, c'est ce que ça je marche. fais, mais je reviendrai faire des tournées Ouais, bien de sûr. semaines et puis repartir, quoi. Mais ok, donc et en complément de la relation à l'État, il y a aussi toute la dimension économique aussi. Je sais que Ouais. vous citez beaucoup Consensus Network, notamment sur les grands économistes, notamment de l'école autrichienne. Comment ça a contribué cet aspect-là aussi
dans tes réalisations aussi. Moi, j'ai lu par exemple l'étalon Bitcoin indirectement grâce à toi et à How to Bitcoin, parce que du coup, ça m'a fait aller voir Consensus Network et lire ce bouquin que j'ai trouvé incroyable sur la densité pour comprendre en 5-6 heures, en final, la monnaie, d'une certaine manière, en tout cas l'histoire de la monnaie. Euh, est-ce que tu peux parler peut-être un petit Ouais. peu de ça aussi, comme je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est un vaste sujet. Ouais, Consensus, c'est fondé par, un des cofondateurs, c'est un ami et en plus c'est notre sponsor. Maintenant, l'étalon Bitcoin est un très bon livre, même si la traduction française est à chier. C'est pas eux qui l'ont traduit, c'est pour ça que je peux me permettre de dire ça. Moi, ce que je recommande surtout, c'est l'étalon Fiat, qui a été traduit par eux et qui pour moi était un game changer. Je l'ai lu, je me souviens très bien, c'était il y a plus de 2 ans, ça doit faire 3 ans bientôt, sur une plage au Mexique. Et d'un coup, il n'y avait plus de paysage, j'étais juste en train de faire un malaise. Vraiment, j'étais en plein AVC. Je me disais, mais bordel, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et c'est là où j'ai vraiment eu une réalisation. Il y en a, c'est l'étalon Bitcoin, mais généralement, l'étalon Fiat, il est encore plus violent parce qu'il se centre sur le problème plus que sur la solution. C'est-à-dire qu'il ne parle pas du tout de Bitcoin, mais il t'explique en quoi les monnaies fiat, c'est un scam et en quoi ça a une implication sur absolument tous les pans de notre vie. Et pour revenir à l'école d'économie autrichienne, c'est la vraie école d'économie libérale. Parce que y en a qui vont se revendiquer libéraux. Alors, des keynésiens qui se revendiquent libéraux, c'est très culotté, parce qu'ils quand même prônent l'intervention étatique. Mais tu vas aussi avoir les monétaristes ou l'école de Chicago, donc Milton Friedman pour ceux qui est infiniment plus libéraux que les keynésiens, mais qui reste pour moi un étatiste, parce que eux, ils n'ont pas intégré de théorie monétaire dedans, c'est-à-dire on continue d'avoir une monnaie potentiellement étatique, potentiellement inflationniste, etc. Et alors que l'école d'économie autrichienne défend une vraie société libérale, en général, le spectre le plus extrême, ça va être des Murray Rothbard et Hans Hermann Hoppe, qui sont des anarcho-capitalistes, comme j'en parlais tout à l'heure. Donc, une absence d'État, et c'est les plus modernes aussi. Hoppe est encore en vie. Après, il y en a qui vont qui vont plutôt être minarchistes, c'est-à-dire qu'ils vont défendre un État minimal avec juste le régalien, donc la police, la justice et l'armée. Là, on peut citer Hayek, par exemple, qui est beaucoup plus connu, qui a eu un prix Nobel en 1974. Et en gros, c'est une école d'économie qui, voilà, malgré le fait qu'il y a des divergences, grosso modo, dit l'État n'est pas forcément un mal nécessaire. Si ça l'est, il faut que ce soit pour le minimum possible. Laissons faire le marché pour absolument tout. Et surtout, retirons du régalien, comme certains le font, la monnaie. Et en fait, le pont avec Bitcoin dans tout ça, que Consensus fait très bien au travers des bouquins, c'est qu'en fait, la pièce manquante en fait, de la théorie autrichienne jusqu'à il y a 15 ans, c'était un peu la monnaie. Parce que l'étalon or, au final, force est de constater qu'il a échoué. Sinon, on serait encore sous étalon or. Il a échoué parce qu'il n'est pas antifragile. On a réussi à corrompre le système et à switch d'étalon, c'est que c'était pas la meilleure solution et qu'il était corruptible. Donc jusqu'à l'avènement de Bitcoin, malheureusement, les théories autrichiennes battaient un peu de l'aile, et j'ai l'impression qu'il y a un regain qui est vraiment dû à l'apparition de Bitcoin. Moi, je me serais jamais intéressé aux théories autrichiennes sans Bitcoin, hein, qu'on soit très clair. Et pas Mais grand c'est monde intéressant, c'est pour ça que je voulais aussi absolument qu'on échange. En fait, le podcast, c'est pas le but, c'est pas de faire le parcours, et c'est pas ce qu'on fait dans ce podcast, mais au final, on sent que c'est une évolution intellectuelle et de compréhension, puis de se prendre des baffes et des baffes et des baffes de réalité à certains instants, et on finit à étudier des choses, effectivement, moi, je l'ai vécu, là, du coup, dans les 2 derniers mois, notamment là. Comme ça te touche, tu peux aller sur des choses qui sont pas forcément évidentes de premier abord, complexes. Je dis ça pour les personnes qui se disent c'est peut-être pas pour moi l'économie ou la philosophie politique, ou comprendre la monnaie, la finance, que c'est l'économie, parce que c'est des sujets qui sont quand même, voilà, c'est quand même plus dur que faire une Facebook ads, tu vois, des choses comme ça, tu vois, des gens qui sont dans l'entrepreneuriat. Tu vois, je suis pas d'accord avec toi. T'es pas d'accord? Ok, vas-y. Ouais. Justement, et ça c'est vraiment le mal du siècle, si tu pars du principe que tu vas étudier l'économie, la politique, d'un point de vue autrichien, c'est très simple. Ça se résume à un livre de Frédéric Bastiat qui fait 20 pages, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Tu lis ça et tu as compris 99% de la théorie économique et tu es tranquille à vie. Tu nous as mis et j'insiste là-dessus, je suis désolé de t'avoir coupé là-dessus, mais en fait, pour moi,
faut arrêter de rendre ça compliqué. Alors oui, si t'as un QI de 55, tout est compliqué de toute façon, Oui, hein. oui, Mais à partir du moment où tu es un individu normal avec une capacité de raisonner minimale, tu es en mesure de comprendre. Et en fait, la chose qui manque aux gens, c'est pas du quotient intellectuel, c'est pas de la capacité de compréhension, c'est pas de la culture, c'est de l'humilité. En fait, le plus gros atout, enfin, qu'il faut avoir pour être en mesure de comprendre ça, faut faire preuve d'une humilité assez extrême, parce que quand tu comprends la philosophie autrichienne, à la fin, tu te dis, bah en fait, il y a que de l'incertitude. Je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Je devais déléguer toute forme de contrôle parce que c'est rassurant d'avoir un État qui va contrôler des institutions. Là, on dit non, non, on va laisser ça au marché et on va laisser vraiment le chaos opérer. Le chaos qui n'est pas un négatif du tout. Et pour ça, il faut être humble, parce qu'il faut être capable de mettre de côté ses pulsions de contrôle. Il faut être capable de se dire, bah, en fait, je ne sais rien. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas. Donc je vais laisser les choses se faire, parce que bah, si demain on fait quoi que ce soit, on va, et là je redirige encore vers le livre de Bastiat, ce qu'on voit et ce qu'on voit pas, c'est que oui, il y a des gens qui ont plein de bonnes idées, dire oui, non mais si on met une règle ici, on va faire ça, si on donne de l'argent à un tel, ça va permettre ça. Ce que vous ne voyez pas, c'est tous les effets délétères et les effets de bord que ça va produire. Et bah, on le constate assez bien aujourd'hui, hein. Ça fait quasiment une centaine d'années, bon, 80 ans, qu'on a des politiques interventionnistes où on pense résoudre des problèmes et on ne fait que les empiler. Et on n'a jamais résolu les problèmes qu'on a voulu résoudre initialement, ce qui est quand même assez magnifique. Ce qui est fou, tu vois, c'est quand on commence à étudier ou lire le livre de Bastia que tu as cité, hein, tant qu'à faire en premier livre, mais quand on commence à s'intéresser à ces sujets, avoir des éléments de compréhension ou des débuts de conviction ou des intuitions même parfois, des ressentis, euh, c'est jouable. Par exemple, mon frère, tu vois, lui, il a fait des études d'économie en France. On lui a jamais parlé de ces auteurs, hormis une petite brève, tu imagines, premier cours de première année, l'histoire de l'économie. Mais après, on n'est certainement pas rentré dedans. Tout est basé sur Keynes, notamment, en France. Et ça, je trouve ça, c'est vraiment l'enjeu, je pense, de votre chaîne aussi, mais aussi mon initiative avec le podcast et notre conversation, c'est vraiment d'aller se former, de s'éduquer, d'ouvrir les yeux, d'avoir le courage aussi de voir quelque chose d'inconfortable, comme tu disais aussi, l'humilité et le courage après, parce que après, il faut réussir à vivre aussi avec ces nouveaux éléments dans sa manière de penser sa vie, penser son futur aussi. Ouais, et puis c'est Et compliqué hein, en société. Alors par contre, j'ai oublié de préciser un truc. Il faut de l'humilité, puis il faut des couilles pour l'assumer en société. Parce que dire, bon, alors bon, il y en a qui, pour certains, libertarien, c'est égal de fascisme. Alors ce qui est un oxymore oh, assez merveilleux. Mais le problème, c'est que c'est extrêmement connoté. T'es libertarien, mais attends, mais tu veux que les gens meurent dans la rue, tu veux privatiser les choses, tu t'es juste pour la toute-puissance des riches, machin. C'est qu'il faut aussi, après, derrière, une grosse paire de balls. Et moi, je l'ai pas eu au début, hein. Quand j'étudiais mes trucs, je le faisais dans mon coin, j'en parlais à quelques proches, je le chuchotais, et ça fait peu de temps que j'ai vraiment fait mon... Enfin, moi, je l'ai fait en deux phases, hein. J'ai fait un comeback, enfin, un coming out public, mais je savais que mes proches regardaient pas trop. Puis après, j'ai vraiment fait un comeback étendu autour de moi pour dire non, non, en fait, je vous emmerde, vous êtes des socialistes et et je suis supérieur, enfin, mes théories sont supérieures aux vôtres. Et si vous voulez en débattre, n'hésitez pas, sauf que personne ne fait le boulot. Parce que quand tu es socialiste, généralement, t'as pas étudié le sujet. Et tu penses que peut-être que tu penses que tu n'as pas besoin de l'étudier aussi, de Ouais, ta bah, en position. fait, non, mais c'est surtout, on en revient à un point, c'est que tu veux faire preuve de vertu aujourd'hui en société. Quel intérêt t'as à dire ah non non moi faut que je veux pas m'occuper de la veuve et l'orphelin, je veux qu'on retire toutes les aides et qu'on responsabilise les gens. Il faut être con pour dire ça. Si tu veux faire preuve de vertu et paraître pour quelqu'un de bien. Alors que si tu dis non mais je pense qu'il faudrait prendre à Bernard Arnault pour le donner à ces pauvres personnes qui dorment sous les ponts, tu parais assez génial. En plus c'est tellement rebelle de dire ça alors que vraiment tout le monde dit ça. Et là, d'un coup, bah oui, tu parais vertueux, tu te fais inviter, les gens disent que tu étais quelqu'un de bien, alors qu'à l'inverse, dans l'autre cas, bah c'est ah oui, oui, le petit con là-bas, libertarien. Ouais. On Mais le voit dès qu'il y a des documentaires sur Arte, sur le Bitcoin, la monnaie, j'avais vu sur Liberland, je crois, sur ouais. les network states, tous ces trucs-là. Les commentaires sont assez drôles ou tristes. Je sais pas, c'est entre les deux à lire. Mais du coup, effectivement, c'est un peu un symptôme que tu décris. Justement, ça me fait une transition vers l'initiative que tu as fait sur Nicolas Kipay. Là, c'est un petit peu. Alors, toi, je l'ai pas mis en actu au début, mais c'est un gros truc. J'ai l'impression que là, il y a quelques semaines, au moment où on tourne, les politiques se sont accaparés du truc
notamment pour le dénigrer. Ouais. Quand j'ai tapé Nicolas Quipet, j'avais pas fait encore. Enfin, j'avais vu ton site du coup dans mes recherches il y a déjà une semaine, mais là je l'ai tapé sur Google et effectivement là j'ai vu tous les articles qui sont pas très gentils, je dirais, sur le mouvement. Euh, mais au final, c'est hyper intéressant ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est? Ouais. Il y a peut-être des gens qui connaissent pas. Moi, je me rends pas compte parce que comme je regarde pas l'actualité, en fait, en France, moi, je l'ai vu arriver quand j'étais au Maroc là pendant mes vacances tranquilles. Je sais pas en quelle mesure c'est très connu en France actuellement, mais si Bah, tu peux quand même en parler quoi. ouais, en fait, ça a été. Je pense que si tu suis pas l'actu, c'est dur d'en entendre parler. Et si t'es pas dans nos cercles, si t'es pas sur Twitter, enfin sur X, Ouais. pas forcément entendu parler. Ou si tu regardes la télé, si t'as écouté CNews, Bah, il y tu a une as chance entendu que parler, tu mais l'entends. avec Voilà, un mais angle un peu. ouais, voilà. Mais c'est souvent, en plus, t'en entends assez mal parler parce que bon, bah, eux, ils vont le tourner comme ils veulent le tourner. Ouais. Alors, que ce soit très bien, très clair. D'ailleurs, je suis pas celui qui est à l'origine du compte Twitter originel Nicolas Kipey. Et de toute façon, il n'y a pas de propriété intellectuelle, qui est d'ailleurs une arnaque en passant, mais le concept de propriété intellectuelle. Mais sur le sujet de Nicolas Kipey, tout le monde peut s'identifier. Et moi, le site que j'ai Bien fait, sûr. alors à la base, je me faisais chier un soir. Et du coup, je m'étais dit, tiens, c'est marrant, il n'y a pas de site à l'effigie de ce concept. Donc en gros, pour résumer, Nicolas Kipey, c'est le cadre moyen français qui a 30 ans, qui cotise pour tout le monde mais qui touche rien. En gros, bon, c'est vraiment la victime en France, qui est une grande majorité de personnes. Hein. C'est pas un cas isolé, ce qui est extrêmement triste parce que bon, généralement, on essaie quand même de marginaliser les gens qui se font massacrer. Le problème, c'est que c'est une grande partie de la population. Et donc, il y a eu tout ce mouvement autour, voilà, qui a un peu percé sur Twitter, des gens qui ont commencé à en parler. Et moi, je m'étais dit, tiens, c'est marrant, sur les réseaux, ça en parle beaucoup, mais il n'y a pas un site qui centralise un peu le tout, qui fait ça de façon un petit peu drôle. Et du coup, un soir où je me faisais chier, je me suis dit, tiens, je vais faire un site sur ça, mais je vais le faire vraiment en mode satirique, rigolo. J'avais plein d'idées en tête. Et du coup, j'ai commencé à le faire et je m'étais dit qu'un truc marrant, ce serait de faire un espèce de supermarché, mais forcé. C'est-à-dire où en fait, tu arrives dessus, c'est un site marchand, et en fait, ton panier est déjà rempli et tu peux pas le vider comme ça. Alors là-bas, je voulais juste qu'on puisse jamais le vider. Et en fait, la métaphore, c'est en fait, avec l'État, t'as pas le choix. Donc, tu es obligé de payer pour la Sécu, tu es obligé de payer pour ça. Donc, pour les 1466 milliards de budget de l'État, et je me suis dit, bon, pour rendre le truc quand même un peu plus fun et rigolo, si tu veux vider le panier, il faut que tu répondes à des questions et que tu donnes une réponse libérale. Donc voilà, c'était ça le concept. Et c'était d'exposer tous les pans de dépenses pour que les gens se rendent compte, tourné de façon humoristique. Donc c'est écrit dans un français pas très léché, c'est fait exprès. Il y a des blagues de partout, il y a des pics, le site bouge dans tous les sens. Alors, il y en a qui ça va me faire une bonne pub en tant que développeur, pour d'autres, ils vont se dire c'est quoi ce clown? C'est volontaire. Parce que quand vous suivez la souris, il y a un petit billet qui s'agite, enfin bon voilà. Et derrière, j'ai fait un simulateur de raquette fiscale qui n'a pas pour vocation d'être exact. Il y en a qui s'y sont mépris. Je me suis basé sur le simulateur de l'URSSAF pour reprendre la méthodologie de calcul, mais clairement, je traite pour 20% des cas, c'est-à-dire le mec qui gagne, bah, en fait, un peu le Nicolas, c'est-à-dire salarié qui gagne entre 2 et 4 000 balles. Mais bon, voilà. Au-delà, si tu es entrepreneur, ça marche pas. Si tu as 60 ans, que tu travailles dans une boîte de 450 000 personnes, ça marche pas. C'est juste pour se donner une idée. Et pareil, c'est tourné de façon humoristique sur tous les pans de dépenses. Ça inclut aussi un panier de dépenses sur lesquels l'État prélève des taxes. Donc en fait, ça te donne à la fin vraiment ce qu'on te prend, ce qui est plutôt autour des 68% que des 45% de prélèvements obligatoires. Et là, récemment, j'ai ajouté un truc, moi, qui me tenait à cœur, c'est les subventions aux médias, enfin à la presse. Les médias, ça arrive. Parce que bah, en fait, la presse est extrêmement subventionnée. Donc là, j'ai ajouté tout un onglet là-dessus où je tire à boulet rouge hein, sur tous les médias parce qu'ils touchent tous énormément de subventions. Donc on peut retrouver plein de statistiques, des fonctions de recherche. Et, euh, et je trouve que c'est un mouvement, et au travers de mon site, j'ai essayé de le représenter, que je trouve vraiment sain déjà, parce que ça désigne pas de bouc émissaire. Alors il y en a, et c'est pour ça CNews, des fois, fait un peu. Enfin, quand je dis CNews, c'est généralement les gens rattachés à CNews vont utiliser, il y a même un mème là-dessus, de c'est
Nicolas qui paye pour Karim, qui touche la CAF, machin, ou qui J'ai paye vu. pour Bernard et Chantal, les retraités qui vont faire une croisière Costa. C'est marrant, hein, moi ça me fait mourir de rire. Le problème c'est que là tu désignes un bouc émissaire, que le message te perd. C'est pour ça que moi je suis pas du tout parti dans cette direction. Parce qu'en fait, bah, le seul bouc émissaire qui pointe, c'est l'État. L'État, c'est personne. Donc c'est très bien. Ça demande de sacrifier personne. Ça demande juste de remettre en question le vrai problème, c'est l'État. Et je trouve ça dommage que certains libertariens soient en mode oui, ça va pas assez loin. Ils prônent juste la baisse de la dépense publique, la baisse des taxes, plutôt que de faire disparaître l'État. Je veux dire, à un moment, les gars, mettez-vous d'accord. Vous voulez, enfin, vous voyez les choses de façon binaire. Demain, on diminue la pression fiscale de 10%, bah moi, je serais déjà content. Je préfère ça plutôt que de rester dans un pays où les gens se font racketter à hauteur de quasiment 70% de ce qu'ils gagnent. Donc c'est pour ça que moi je trouve que Ouais. c'est un mouvement qui est sympa et j'espère que ça va pas être un paix foireux et dans 6 mois on l'aura oublié. Mais j'ai peur que ce soit le cas aussi. Bah, c'est tout le problème de ces mouvements, c'est qu'il y a tout un intérêt à les faire s'arrêter rapidement. En les discréditant comme, bah voilà, parce que là on tape sur Google, on voit que des mauvaises choses. Donc forcément, c'est comme la courbe d'adoption d'un produit, c'est qu'à un moment ça peut pas atteindre une certaine taille d'adoption parce que bah, effectivement, tu es rattaché à quelque chose de nauséabond pour certains après parce qu'il est discrédité. Donc c'est souvent toujours la même stratégie au final qui est employée, quoi. Ouais. Ça me fait penser, c'est ce que tu disais sur le diluer effectivement la pression fiscale, mais quand tu es entrepreneur, il y a effectivement ce sujet qui fait partie à beaucoup d'entrepreneurs aussi. Mais je faisais la réflexion encore récemment, c'est aussi la complexité des mécanismes, des documents à remplir, tout ce qui fait que quand tu es entrepreneur, en fait, tu flippes. Je sais pas pour toi, mais des fois, même en étant bien entouré, bah, c'est ça qui est triste des fois, de te retrouver avec une TVA pas payée entièrement, enfin, ou un prélèvement qui devait même pas être là de l'URSSAF, qui va mettre 3 ans à être corrigé. Enfin, moi, c'est plus ça, tu vois, qui m'embête. Tu vois, il y a les pourcentages des taxes, c'est une chose, mais c'est plus genre, donnez-moi des documents faciles à remplir et fluides, et que j'ai pas l'impression de vivre dans un monde où vous pouvez mettre à la rue demain ou me killer ma trésor à cause d'une de vos erreurs. Mhm. C'est mon point qui m'embête le plus, moi, dans tout Ouais, cela. bah c'est un excellent point ce que tu dis et je suis complètement d'accord et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Même moi, je fais l'erreur, tu vois, de pas le mentionner alors que c'est censé être un de mes combats principaux. Et je trouve que ouais, c'est extrêmement sous-coté. En fait, on en avait parlé dans une vidéo qu'on a tournée juste ici là où je suis avec un monsieur qui s'appelle Pierre Noisa, qui est auteur d'un livre qui s'appelle L'énergie face cachée de la monnaie, il me semble, et qui lui aborde tous ces sujets au travers des principes de la thermodynamique et de la physique et notamment le concept d'entropie. Et en fait, l'État est source d'extrêmement d'entropie, c'est-à-dire qu'en fait, il augmente l'incertitude future. Et, euh, et c'est vrai que typiquement ce que tu décris, bah, à la limite, si je sais que je vais devoir payer tant, ok, bah ça fait mal, mais je vais le faire. Mais l'incertitude de ne pas savoir ce que tu vas payer, elle est encore pire. C'est que ça enlève toute forme de prédictibilité et n'importe qui à gérer une boîte sait que pas pouvoir prévoir à 6 mois, 1 an, les entrées et les sorties, à moins d'être très 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 large, bah, ça peut être désastreux. Euh, et c'est vrai que c'est un point qu'on mentionne pas, mais moi je m'en rends compte. Alors, moi j'ai beaucoup de chance, c'est que je suis très bien entouré d'un point de vue comptable et fiscal. Donc déjà je sais que tout est carré, j'arrive à le déléguer sereinement, donc je fais partie des 0,1% d'entrepreneurs, je pense, qui dorment sereinement. Cela dit, c'est pas faute d'avoir discuté avec beaucoup d'entrepreneurs qui dorment pas sereinement, parce que quand bien même tu puisses le déléguer, je me suis beaucoup intéressé, je comprends comment ça fonctionne, je vois à peu près comment toutes les mécaniques, donc ça me permet de dormir tranquillement parce que je sais que ça va. Mais il n'empêche que c'est un enfer, c'est un putain de cauchemar. Créer une boîte, c'est pas le plus dur. Mine de rien, je me suis surtout maintenant avec des solutions qui permettent de le faire assez rapidement. Mais c'est juste après la quantité de trucs à faire, mais ça, c'est un non-sens. Et Ouais, puis bon. tu passes plus de temps. Bah, par exemple, moi, j'en parlais sur mon projet de padel. Je me suis toujours pas intéressé à mon business, hein. Le business model, je me suis pas penché dessus pour l'instant. J'ai rempli des formulaires, dépensé une fortune en architecte, en géomètre, pour faire un permis de construire, respecter toutes les normes, mais on n'a pas encore pensé à son business. Ça, c'est pas normal, hein. Et ça devrait pas se faire dans ce sens. Normalement, tu as un projet, tu vois si tu peux gagner de l'argent parce que c'est le but à la base,
Et peut-être dans un futur très lointain, tu te dis, ah oui, il faudrait que je respecte cette norme. Mais là, aujourd'hui, c'est remplis 150 pages, tous ces CERFA, et après, tu vois si tu as le droit de le faire. C'est du délire. Oui, oui, c'est un non-sens entrepreneurial, effectivement. Tu dois faire de l'administratif avant de penser à lancer ton business. Complètement. On arrive doucement à la fin de la conversation. Je réfléchis si j'ai encore une ou deux questions pertinentes par rapport à ça. On a pas mal balayé déjà. Je voulais parler un petit peu. Tu as tes activités aussi, ça qui est intéressant. Peut-être, comme tu disais, c'est le côté. On revient un petit peu à la discussion du début, mais ne comptez pas sur Bitcoin, ne comptez pas sur ce type d'actifs pour vivre. Faites du cash flow. C'est un peu le message que tu as fait aussi, Ouais. tu as fait. Moi, je suis complètement cette logique aussi. J'ai un programme qui tourne bien. Tu vois, je suis en train de scaler, qui gère de plus en plus de cash flow. Et je vois l'autre partie maintenant, comme tu as dit, quoi. C'est vraiment juste de l'épargne. Moi, je suis encore au stade où j'ai encore un peu d'investissement hors crypto. Donc, je suis pas encore J'en ai un. maximaliste. Ah bah, c'était une question que je me posais. Bah, tu as aussi des investissements en dehors de. Donc, tu es maximaliste crypto, enfin maximaliste Bitcoin dans la crypto, mais tu as aussi de l'invest hors de. Ok. C'est juste qu'il y a un moment, c'est par exemple, moi, ce que je recherche à côté, ça va être plus du flux pour avoir un petit complément de revenus, s'exposer à d'autres choses. Donc oui, pour ça, les actions, la pierre papier ou n'importe quel autre type d'investissement qui génère un petit flux, ça peut être intéressant. C'est un peu moins volatile, donc plus facile à cash out en cas de problème. Donc ça, bah oui, j'en ai un peu. Après, ça reste marginal par rapport au reste. De manière générale. Mais ouais, le concept d'avoir un cash flow positif, moi j'ai eu mon déclic en discutant avec un mec qui est le patron d'une plateforme qui vend du Bitcoin, qui est aussi notre sponsor, et qui euh, est blindé. Hein. Il a acheté du Bitcoin il y a plus de 15 ans. Enfin, plus de 15 ans, j'exagère. C'est 15 ans. Mais Il y a longtemps, plus de 10 ans peut-être. ouais, bah, quoi que ça fait déjà quasiment 17 ans que ça existe, mais Ouais, c'est vrai. il était 2011, 2012 déjà là. Enfin, Ok. il était bien. Il aurait clairement pu aller sur une île tranquille, les doigts de pied en éventail. À la place de ça, il a monté une boîte. Il a fait des foules sur ses fonds propres depuis le début. Cash flow positif, il lance des petits trucs, il continue à avoir une activité. Et il disait, ouais, en vrai, oui, j'aurais pu vivre tranquille. Mais en fait, enfin, ce qui est marrant, j'entends souvent dire ça, c'est pas la fin, c'est vraiment le chemin et c'est le voyage. C'est pas la fin d'avoir 10, 20, 30, 40 millions. C'est la façon dont tu vas les gagner, l'aventure par laquelle tu vas passer. Et c'est ça qui, au final, fait que ta vie, elle est heureuse. Et je trouve qu'on le retrouve quand même assez fréquemment chez les entrepreneurs. Je connais pas grand monde qui a make it, entre guillemets, puis qui derrière va aller dormir pendant 30 ans. Bah non, tu recommences parce que c'est bien. Bien sûr. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que les gagnants du loto ou les trucs comme ça sont généralement pas plus heureux avec de l'argent. Parce que, bah, ok, ils ont fini le jeu, mais en fait, ils y ont jamais joué. Donc, ils ont aucun projet. Ok, ils peuvent améliorer leur quotidien, c'est cool. Mais ils sont pas passés par ce processus. Donc, en plus, syndrome de l'imposteur, ils sont illégitimes. Et ils connaissent pas ce chemin qui est exceptionnel. Qui est exceptionnel, même si tout le monde dort pas tranquillement et qu'il y a un entrepreneur sur 10 qui réussit. Mais c'est rigolo. Puis ça te donne des objectifs de vie, hein, clairement. Je sais pas ce que je ferais sinon. Je fais chier. Je confirme pour avoir toujours été entrepreneur depuis presque l'adolescence, on pourrait dire. Donc, je te confirme. Mais pour rejoindre sur ce qu'on disait au début, hein, sur le sujet de la liberté, de la souveraineté, tout le monde, ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne veut pas l'être et tout le monde ne devrait pas l'être. Il n'y a pas de la place pour tout le monde déjà, de base. Et c'est ok je veux pas tomber dans la caricature de oui, tout le monde doit être entrepreneur, c'est la seule façon d'être heureux. Non. Si t'es heureux avec un CDI classique, dans un petit pavillon, avec ta femme, tes enfants, un chien, et que t'es pas en train de révolutionner un secteur, c'est ok. Genre, il n'y a pas de jugement de valeur. C'est juste que, bah, moi, personnellement, c'est ça qui me rend heureux, qui rend heureux les gens qui ont cette philosophie. Mais je veux pas tomber dans la caricature où on va Bien sûr. hiérarchiser les objectifs de vie. Parce qu'en vrai, je connais beaucoup de gens, sans vouloir citer de nom, qui calquent, et c'est ce que je reproche au développement personnel, qui calquent les ambitions et les envies des autres sur les siennes. Donc qui se mettent à devenir entrepreneurs, qui se mettent à vouloir faire plein de choses dans tous les sens, qui se mettent des routines, lever 5 heures du matin, douche froide, méditation, alors que c'est pas du tout pour eux. Ils sont pas du tout à leur place, c'est pas du tout le bon business, et ils seront jamais heureux. Et ça, je trouve que c'est aussi un des gros problèmes de. Ah, c'est vrai que c'est accentué par les réseaux, mais c'est qu'en fait, tu vis une vie qui est pas la tienne et qui est pas pour toi. Donc Je c'est pourrais toujours à pas mieux le dire. Bah,
Je trouve ça très bien ce que tu dis, parce qu'au final, ça permet aussi de boucler la boucle. Et comme c'était mon arc précédent, de cette manière, en 2021, 2022, 2023, j'ai énormément parlé de ces sujets-là. Et là, de voir au fait que c'est la même chose en fait. On parle de la même chose, on parle de comment mener une bonne vie, comprendre les mécanismes, comprendre le monde, se comprendre soi-même. Et au final, c'est les deux faces d'une même pièce, et c'est ça qui fait que les gens sont heureux. Et puis effectivement, j'écoutais, je finirai là-dessus de mon côté sur un documentaire sur des bitcoiners aux US, et il leur demandait si Bitcoin s'écroulait complètement, est-ce que vous n'auriez pas perdu votre temps, etc. Et il dit mais évidemment que non. Enfin, ils Bien ne le sûr. souhaitent pas évidemment, mais parce qu'ils ont un plaisir, ils ont une communauté. Enfin, il y a aussi plein de choses que les gens ne se rendent pas compte. Il y a l'aspect communautaire, une croyance commune, le fait de voter d'une certaine manière aussi en s'investissant dans ce genre d'initiative, d'y contribuer, ça donne énormément de sens aux gens, peu importe l'issue. Bah, Donc, ce que tu dis d'ailleurs, c'est un point qui est très 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 important et qui est d'ailleurs la base de la philosophie autrichienne dont Ludwig von Mises, qui est un peu le père le pape de cette école dont il parle beaucoup, c'est que le meilleur vote, et le seul d'ailleurs qui devrait exister, c'est le vote du portefeuille. Et en fait, bah, avec Bitcoin, tu votes pour cesser, enfin que les fiat cessent. Et c'est le meilleur vote. Et moi, je trouve qu'il y a un exemple qui est très drôle, c'est que les gens vont te dire, bah non, il faut voter, il faut la démocratie, machin, c'est le seul moyen de faire avancer les choses. Ok. Prenons un sujet très sensible, la guerre au Moyen-Orient entre Israël et Palestine. Ça fait longtemps que ça dure. On a beau parler politique, machin, il n'y a rien qui avance, c'est toujours la même histoire, peu importe dans le camp lequel on est, il n'y a rien qui bouge. On peut voter pour qui on veut, rien ne se passe. Puis un jour, les gens, généralement les gens de gauche, qui se réveillent et qui se disent ah, mais en fait, le capitalisme, ça marche, mais ils ne le savent pas, on va boycotter. Et en fait, le seul vote qui aura une utilité dans le réel, qui aura un impact et qui va faire bouger les choses, dans ce cas-là, c'est ils reprochent à McDo, Starbucks, etc. de soutenir Israël. Donc ça, c'est pour des personnes qui sont pro-palestiniennes, qui vont se dire tiens, on va boycotter ces boîtes-là, parce que c'est en fait le seul moyen de leur faire du mal. Et là, d'un coup, ils découvrent le capitalisme et toute la théorie autrichienne d'un claquement de doigts par un exemple concret, c'est-à-dire bah, en fait, tu veux faire un vote qui a de l'impact, arrête d'acheter leurs produits. Et c'est très sain. Je salue l'initiative. Plutôt que d'aller dans la rue militer, ce qui va rien changer, à part servir la soupe à LFI, bah, fais ça, et tu verras que ça a de l'impact. Et si suffisamment de gens le font, crois-moi que le patron de McDo, avant d'envoyer de l'argent, je sais même pas si c'est vrai, hein, mais peu importe, on s'en fout de l'exemple, il va peut-être se dire, bah, en fait, c'est en train de flinguer mon business, cette histoire, je vais peut-être me calmer un petit peu. Et bah, c'est le meilleur vote qui puisse exister et qui, à l'échelle individuelle, fonctionne. Voilà, plutôt que de voter, boycotter, voter avec votre porte-monnaie. C'est la même chose pour les gens qui se revendiquent écologistes, etc. Hein. Votez avec votre portefeuille et arrêtez de le faire avec vos idées. Hein. Ça n'avancera jamais sinon. je te remercie, Alex. On va conclure là-dessus. Avec En tout cas, plaisir. on redirige les gens vers How to Bitcoin, j'imagine, directement sur YouTube, c'est le plus simple. Ouais, bah c'est ça maintenant. Je pense que s'il y a des gens qui ont envie de nous suivre, ne soyez pas freinés par le nom qui donne l'impression qu'on parle que de Bitcoin parce qu'en fait on n'en parle quasiment pas. Donc ouais, YouTube. Et c'est pour ça, Et encore une fois, on l'a expliqué, que Talon Bitcoin et Talon Fiat, c'est un chemin normal de personnes qui s'intéressent au Bitcoin, indépendamment de je veux devenir riche et faire mon fois 1000, qui n'est plus du tout un sujet aujourd'hui. Il faut s'intéresser pour d'autres raisons, à mon sens, quoi. Comme tu l'as ouais, bien expliqué. clairement. Super. Bah écoute, allez sur How to Bitcoin. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, bah, abonnez-vous aussi à ma chaîne. Comme le podcast, je vous disais, je le ferai toutes les 2 semaines. Et je te remercie, Alex. C'était un plaisir d'échanger. C'est passé vite. Donc c'est bon signe généralement quand c'est comme ça. Merci à toi, c'était un plaisir. Et puis bah, à la prochaine pour ceux qui nous suivront. Ciao. À bientôt.